Bonjour, chers auditeurs. C'est avec grand plaisir que la Chambre de commerce de la région d'Edmundston vous souhaite la bienvenue à l'émission En affaires chez nous. Mon nom est Marie-Ève Castonguay et j'aurai le plaisir d'être votre animatrice. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons l'honorable sénateur Pierrette Ringuette. Comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec M. François Violette, président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Et notre co-animateur cette semaine, Luc Michaud, propriétaire d'Évaluation 2000 et premier vice-président du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Edmundston, est ici présent avec moi. Bonjour, Luc. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Luc, est-ce que tu peux nous parler d'entrée de jeu de ton secteur professionnel d'activité et de tes implications, s'il te plaît? Bon, c'est ça. Moi, je suis évaluateur immobilier au sein d'Évaluation 2000 Limité, qui est un bureau à Edmundston et à Rivière-du-Loup. On fait des évaluations et des consultations immobilières. Je suis aussi président de l'Aéroport du Madawaska Airport Inc., qui est propriétaire des 2 aéroports régionaux. Et au sein de la Chambre de commerce, sur le conseil d'administration, je suis premier vice-président. Bon, parfait. Hey, je profite de l'occasion, Luc, pour te remercier de ton travail au sein du conseil d'administration de la Chambre de commerce. On est bien content que tu es là. Un plaisir. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre invitée spéciale, Madame l'honorable sénateur Pierrette Ringuette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Parfait. Bienvenue à l'émission. On est content de vous avoir. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Pendant la 39e et 40e législature, le gouvernement a présenté des projets de loi visant à réformer le Sénat canadien. Comment vous voyez la situation en 2016? Bon, bien, effectivement, c'est certain que la situation en 2016 n'est pas celle qu'on a vécue pendant de nombreuses années, qui s'est clôturée avec la décision en mars 2014 de la Cour suprême, qui disait que, essentiellement, 2 éléments très importants. Un, on ne peut pas changer la Constitution canadienne pour avoir l'élection de sénateurs, à moins d'avoir l'agrément de 7 des 10 provinces canadiennes. OK. Donc, on ne peut pas changer la Constitution concernant l'élection de sénateurs si 7 provinces ne sont pas d'accord avec le gouvernement fédéral. Le deuxième item au niveau de la décision de la Cour suprême, c'est qu'il disait, si vous voulez l'abolition complète du Sénat, ça prend l'autorisation des 10 provinces, de toutes les provinces. Alors, c'était 2 décisions qui étaient fondamentales à l'avenir, si vous voulez, du Sénat, et de faire en sorte que le Sénat, comme institution, et les sénateurs regardent cette décision-là et refassent les règlements d'opération et d'administration aussi du Sénat. En d'autres mots, et puis les juges de la Cour suprême ont dit, au niveau du Sénat, le Sénat n'est pas appelé à être le miroir de comment les choses se passent à la Chambre des communes. Okay. La responsabilité du Sénat, c'est de revoir la législation avec un second regard. Et comme on n'est pas appelé à être des élus, essentiellement, on ne devrait pas être des partisans non plus. C'était votre opinion? C'est mon opinion. Puis, écoute, c'est de là où, en lisant à maintes reprises toutes les implications de ce sujet-là, en plus que à l'intérieur de la Constitution canadienne concernant le Sénat, on dit, à l'article 22, on dit, le Sénat va être constitué de 4 divisions. Dans le temps, on appelait les régions des divisions. Donc, essentiellement, on dit le Sénat va être constitué de 4 régions. Notre Constitution n'a jamais dit que le Sénat devait être constitué de 2 partis politiques. Puis, essentiellement, et seulement depuis les règlements du Sénat qui datent de 1991, qui est quand même tout récemment, que les partis politiques se sont accaparés de l'institution. C'est-à-dire que tu as d'un côté
le Parti libéral et de l'autre côté, le Parti conservateur. Et à tour de rôle, on est gouvernement ou opposition. Ça n'a jamais été le mandat ou l'ordonnance d'opération du Sénat. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à vouloir devenir sénateur indépendante? Absolument, absolument. C'est que, écoutez, l'année prochaine, ça va faire 30 ans que je suis en politique. Et mon expérience à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, mon expérience aussi à l'intérieur de la Chambre des communes au moment où j'étais députée. Et bon, ça fait déjà 14 ans que je suis au Sénat. Il est évident que ça ne marche plus. Cette histoire de partisanerie et que les partis politiques se sont accaparés de l'institution, pour moi, n'était plus acceptable. Alors, c'est pour ça qu'en février dernier, je me suis déclarée sénateur indépendante avec des objectifs bien particuliers. C'est de changer la façon que le Sénat opère, tant au niveau des règles qu'au niveau des bénéfices administratifs aussi. Et pour ce faire, je prône qu'il faut retourner à l'article 22 de la Constitution et qu'on doit siéger en division. En juin dernier, lors d'une entrevue, vous avez mentionné vouloir déposer un 5e projet de loi sur les frais de paiement par carte de crédit défrayés par les commerçants au Canada. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Ah oui. Bon, oui. Et effectivement, je veux dire, ça fait 7 ans que je travaille ce dossier. Comme les gens me connaissent, je ne lâche pas. Et depuis les 6 derniers mois, là, j'anticipais de pouvoir déposer, en fin de compte, ces 2 projets de loi. Un qui se rattache aux frais pour les commerçants et l'autre qui se rattache le côté consommateur, qui sont les frais d'intérêt. Et puis là, on est en train de former un consortium national de différentes entités, que ce soit les détaillants au niveau d'essence, les détaillants au niveau de pharmacie. Alors, on est en train de former tout un consortium que la prochaine fois que je vais déposer le projet de loi au niveau des frais pour les marchands à l'utilisation des cartes de crédit, que ça va être une question de succès, une fois pour toutes. Mm-hmm. Aussi, la version consommateur, c'est que présentement, au niveau du Code criminel, qui est une loi fédérale, on dit que il devient criminel de charger des taux d'intérêt de 60 % et plus. Okay. Si tu charges 59,999, c'est lois. pas criminel. Tu es à l'intérieur de ce qui est légal au Canada. Alors, le projet de loi que je vais déposer aussi va faire en sorte que le taux criminel va être établi à 15 % plus le taux de jour de la Banque du Canada. Comme exemple, tout de suite là, on est à 1 % le taux de jour. Donc, le taux acceptable serait de 16 %. Tout ce qui serait au-delà de 16 % pour les entreprises familiales et puis les prêts de famille, les prêts automobiles, etc. Carte de crédit, non? Carte de crédit aussi, OK. Mm-hmm. Carte de crédit aussi. Le taux maximal d'intérêt serait de 16 %. Alors, puis là aussi, je suis en train de développer toute une liste d'alliés, particulièrement un enseignant de politique publique de l'Université Carleton. Alors, prochaine fois, ça va être un succès. Il n'y aura plus de défaite de ces 2 projets de loi-là par des partis politiques. Bon. Une grande différence dans les taux d'intérêt, on peut voir ça, là, évidemment. Absolument. Puis, je veux dire, c'est un peu du vol public, qu'est-ce qu'on voit présentement avec des taux d'intérêt de 24,9 % sur des cartes de crédit. Puis après ça, tu as toute la panoplie des ce que j'appelle les payday loans, là. En tout cas, on a du travail à faire. On en apprend beaucoup, évidemment. On a d'autres questions pour vous, mais nous allons passer à une brève pause et nous continuerons après cette belle discussion dans quelques minutes. OK, c'est beau.